Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous et bienvenue à Buonasera Calcio. C'est beaucoup mieux quand on entend le son, c'est vachement mieux. Donc, bienvenue encore une fois pour 30 minutes ensemble à discuter sur le football européen. Effectivement, on va prendre un petit peu de temps ce soir pour aborder 2 sujets, alors très teintés Serie A pour une fois. Je vous ferai remarquer que depuis le début de saison, on n'a pas beaucoup parlé de Serie A. Ce soir, c'était l'occasion. Parce que Tudor a donné une interview assez importante à l'équipe aujourd'hui, et il a tenu des propos qui sont, en tous les cas, qui peuvent prêter à la polémique. Donc voilà, j'avais envie de revenir un petit peu dessus. Et puis, avant ça, j'avais envie d'aborder ce mois-là d'avril, qui va commencer pour la Serie A sous un auspice vraiment particulier. Pourquoi ? Parce que en fait, le champion en titre et probablement le futur champion d'Italie vont se rencontrer 3 fois en 3 semaines, en Serie A, mais aussi en Ligue des Champions. Et je voulais un petit peu analyser ces trois rendez-vous qu'il va y avoir entre les deux, on va dire, lauréats du moment, hein. Même si le Milan, cette année en championnat, est un petit peu décroché, vu qu'ils sont 4e à ex-aequo. Mais ça change pas qu'ils sont champions en titre. Donc voilà, et on va commencer d'ailleurs par l'AC Milan et le Napoli. J'ai nommé ça AC Milan ou Napoli, point d'interrogation. Oui, parce que effectivement, le premier match, je vais vous donner mon avis sur les duels qui sont à venir entre l'AC Milan et le Napoli. Le premier match va être vraiment décisif. C'est en championnat, c'est dimanche soir. Et je pense que le contenu du match et ce que va opposer le Milan au Napoli risque d'être déterminant pour les matchs de Ligue des Champions. En fait, le Napoli face au Milan, le match aller, ils ont été dominés, vraiment dominés. D'ailleurs, il y a un but qui a été refusé à Olivier Giroud, il me semble, qui est un petit peu bizarre. Et le Napoli gagne 1-0, mais finalement, sur l'ensemble du match, c'est vraiment Milan qui domine les débats de la tête et des épaules. On leur a marché dessus ce jour-là. Et depuis, les deux équipes ne se sont pas rencontrées. Et c'était en tout début de saison. C'était au mois de septembre ou octobre. Septembre, je crois, ou octobre. Enfin bref, en tous les cas, septembre ou octobre. Donc pour l'instant, on va dire que Milan n'est pas vraiment... si on se base sur ce match-là, le Napoli sait pas trop à quoi s'attendre avec le Milan, parce que finalement, on a montré que de temps en temps, en tous les cas, le Milan a montré que de temps en temps, il savait se mettre à niveau des très grands rendez-vous et des grandes équipes. On l'a vu en 8e de finale de Ligue des Champions, par exemple, hein. Mais aussi on l'a vu en poule, parce que voilà, effectivement, ils ont fait le travail. Alors, ok, contre Chelsea, ça s'est pas forcément très très bien passé pour diverses raisons. Le match allait prioritairement pour un carton rouge, mais c'est vrai que ils ont su en tous les cas répondre au Napoli, et ils ont su répondre à Tottenham, par exemple, en 8e de finale. Donc Milan sait encore se mettre au niveau des très grands matchs. Donc le Napoli ne sait pas trop à quoi s'attendre pour ce match retour qui a lieu très très longtemps après. Alors c'est une particularité de la Serie A. Je vais vous la dire tout de suite. Pourquoi est-ce que finalement le match aller a eu lieu au mois de septembre et puis le match retour n'a lieu qu'au mois de mars ? Parce qu'en Italie, la phase aller est tirée au sort et la phase retour est tirée au sort. Donc ça ne se joue pas dans le même ordre que c'était au match aller. Avant, effectivement, vous savez, vous rencontriez l'Inter à la première journée, vous rencontriez l'Inter vous alliez à l'Inter à la première journée des matchs retour. Maintenant, c'est fini, c'est un tirage au sort intégral à chaque fois. Donc effectivement, alors bien sûr, avec
des algorithmes qui vont pondérer un petit peu la chose. Pourquoi ? Parce que la Roma et la Lazio jouent dans le même stade, l'Inter et le Milan jouent dans le même stade, donc ça déjà, ça fait en sorte que c'est pas complètement un tirage au sort, parce que il faut être sûr en tous les cas que l'Inter joue à l'extérieur quand Milan joue à domicile, et que la Roma joue à l'extérieur quand la Lazio joue à domicile. Donc ça pondère un petit peu le tirage au sort. Donc voilà pourquoi est-ce que Milan finalement ne rencontre Naples que au mois de mars, alors que probablement ça aurait été, si on avait suivi les premières journées, ça aurait été au mois de janvier ou février. Donc voilà, et je pense que ce match de championnat va déterminer un petit peu ce qui va se passer en Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce que si Naples prend énormément confiance en se disant on leur a marché dessus dans le match de championnat, ils n'ont pas existé, etc., je pense qu'ils vont arriver complètement décomplexés en Ligue des Champions, et ça va leur retirer le stress de l'événement, parce qu'ils vont se dire ok, c'est vrai, on est en quart de finale de Ligue des Champions, mais c'est une équipe dont on est sûr qu'on est au-dessus d'elle, parce qu'ils auront un point de comparaison. Si Milan fait de la résistance vraiment, ça ne veut pas forcément dire gagner le match. Ça veut dire en tous les cas leur poser des problèmes et leur montrer qu'ils vont pas gagner 4-0 là au match retour, même si c'est au Maradona. Effectivement, je pense que Naples aura non seulement la pression de l'événement, mais en plus ils se diront ouais, et c'est le Milan. Et là, c'est en Ligue des Champions. Et Milan en Ligue des Champions, on sait que c'est un espèce d'alliage qui est un petit peu particulier, comme le Real peut l'être, comme Liverpool peut l'être, comme c'est le Bayern aussi. Mais en fait, je trouve que le Milan, le Real et le Liverpool sont trois clubs qui se ressemblent énormément lorsqu'on parle de la Coupe d'Europe. Ils n'ont pas besoin d'être favoris pour être ultra dangereux ou même prétendant à la victoire finale, honnêtement. Alors, je ne suis pas en train de dire que Milan a la capacité de gagner la Ligue des Champions, je dis juste que j'ai vu, au long de mes 37 années de tifoso milaniste, des choses qui ne sont pas normales avec le Milan concernant la Ligue des Champions, tout comme j'en ai vu avec le Real, tout comme j'en ai vu avec Liverpool. Donc c'est vrai que ce sont ces trois équipes qui peuvent de temps en temps retourner complètement la situation. Je pense que Crécor Le Droudieu peut le dire. En fait, quand ces trois clubs sont en Ligue des Champions, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner la Ligue des Champions. Crécor Le Droudieu, ils savent l'importance des matchs de coupe et surtout le club a l'expérience de cette compétition, absolument. C'est tout à fait vrai. Je le dis souvent, vous m'avez certainement entendu le dire fréquemment, le club, quand on dit le club a l'habitude de ce genre de confrontation, ça veut dire qu'un club comme Milan, dans son effectif, je veux dire du staff, ont plein de gens qui ont déjà géré des quarts de finale de Ligue des Champions, des demi-finales de Ligue des Champions. De surcroît, dans l'effectif même du Milan, il y a beaucoup plus d'expérience de ces matchs-là que dans l'effectif du Napoli. Dans l'effectif du Napoli, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui ait joué un quart de finale de Ligue des Champions. Il faudra regarder vraiment en détail, mais il ne me semble pas que Naples, déjà, n'a jamais atteint ce niveau-là. Et les joueurs de Naples, Osimhen, non, Kvaratskhelia, j'en parle pas, Lobotka, Zelinski, non, parce que Zelinski joue depuis très très longtemps là. En défense, les Armani, tout ça, je pense pas. Et peut-être Meret avec la Juve, ça doit peut-être être le seul, et encore, je suis même pas sûr que... Si, je pense. Je pense qu'à l'époque où il était deuxième gardien à la Juve, probablement que à la Juve, je pense qu'ils sont allés en quart de finale. Donc je pense qu'il n'y a qu'un seul joueur quasi qui a dû atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions. À Milan, il y a quand même beaucoup plus de joueurs qui ont des certitudes, les Florenzi, les Ibrahimovic, qui c'est qu'on a encore, Saïd Motier, bref. Et puis, alors je parle même pas du directeur du football, Maldini, qui l'a gagné 5 fois, donc voilà. Je pense quand même que ça va être déterminant. Mais le magasinier, le mec qui vous ouvre la porte à Milanello, le chauffeur de bus, tout le monde a déjà gagné la Ligue des Champions, géré des quarts, des demi, des finales. Et ça fait une grosse différence. Parce que vous savez comment vous comporter ces jours-là avec les joueurs, comment les rassurer, comment est-ce qu'on gagne en fait ? En fait, on le sait au Milan, alors qu'au Napoli, on ne le sait pas. Et ça, c'est une grosse différence. On le voit avec Manchester City, avec le Paris Saint-Germain. Probablement que de temps en temps, alors je ne parle pas du Paris de cette année, mais Paris a eu déjà la meilleure équipe d'Europe. Ils ont déjà eu à un moment donné la meilleure équipe d'Europe, comme il y avait Thiago Motta,
Verratti, Matuidi, Ibrahimovic, Cavani, Lavezzi, etc., c'était probablement la meilleure équipe d'Europe. Et honnêtement, je pense que le problème, c'est qu'ils ne savaient pas gérer ce genre de rendez-vous. Salut Forza Youth, c'est très gentil de passer déjà. Un rapide bonsoir et je regarderai en replay, mais avec grand plaisir, pas de souci. Ce soir, en plus, c'est quand même beaucoup axé Serie A, donc on va parler de Ligue 1 aussi, parce que tu devras comparer les deux. Donc voilà. Bon, merci d'être passé en tous les cas. Cricor le Droudieu, un petit tour dans les commentaires. Même s'il n'y a pas un joueur sur le terrain qui a déjà joué en Champions League, l'histoire et l'atmosphère du club les portent, ça change leur état d'esprit et celui de leur adversaire. Oui, c'est vrai, tout à fait, et je pense que le premier match à San Siro, en Ligue des Champions, pour le Napoli, c'est-à-dire que ça va être... Alors, d'habitude, en fait, avoir le match aller à la maison, c'est pas une bonne idée. Mais là, en fait, je pense que ça va servir le Milan d'avoir le match aller à domicile, bizarrement, parce qu'en fait, je suis persuadé que la pression qu'ils vont prendre, parce que si on appelle San Siro la Scala du foot, c'est pas pour rien. Si un jour il y a des gens qui sont déjà allés à San Siro, ils comprendront de quoi je parle. Mais on appelle ça la Scala du foot, pas parce que la Scala est à Milan, mais parce que la Scala est le théâtre qui a la meilleure acoustique au monde, selon la légende, et en l'occurrence, quand vous êtes dans San Siro, il y a une acoustique que vous ne retrouvez dans aucun autre stade. Vraiment, c'est quelque chose qui est unique. Je vous souhaite à tous d'y aller, parce que bientôt, probablement, et je touche du bois pour eux, mais le Milan risque de quitter San Siro. Alors l'Inter, a priori, n'a pas d'argent et n'a pas de solution, donc de toute façon, il devrait rester à San Siro. Mais c'est vrai que aller voir le Milan à San Siro, parce que les deux publics sont différents, hein, et c'est pas... Vous connaissez mon amour du Milan, mais je dis pas ça parce que je suis supporter du Milan. J'ai vu des derbys accueillis par l'Inter. Enfin bref, je vois à la télé ce qui se passe et je connais l'atmosphère du Milan et je la vois aussi à la télé. C'est pas du tout la même ferveur. C'est un club qui est très très suivi, mais les supporters de l'Inter sont un petit peu poches comparés aux supporters du Milan qui sont beaucoup plus populaires. Le supporterat du Milan est populaire, se revendique comme tel d'ailleurs. Il n'y a aucun souci avec ça. Et en l'occurrence, ils ont une passion, une ferveur que peu de clubs en Italie ont. C'est vrai que la Roma peut se rapprocher de ça, ou le Napoli par exemple, mais ça va être vraiment les supporters du Milan, la pression que Naples va prendre au match aller risque de les déstabiliser. Et sur un premier match, en fait, mieux vaut finalement les déstabiliser d'entrée de jeu sur un niveau de compétition qu'ils n'ont jamais atteint, les fragiliser psychologiquement, même pour le match retour, faire en sorte qu'au match retour, ils se disent « Oulala, mais en fait, on ne sait pas si on va être au niveau de ce niveau-là, en fait, de ce niveau de jeu. » Et parce qu'ils se seront pris une énorme pression du public. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal pour le Milan de recevoir. Et ça rivalise pas avec Anfield, mais c'est quelque chose. Écoute, je suis jamais allé à Anfield. Je veux bien croire que le COP doit être incroyable à entendre. Mais c'est vrai, en revanche, qu'on m'a dit que, excepté le COP au début du match, à la fin du match, et puis en revanche dans les matchs de Coupe d'Europe, mais en championnat, c'est assez mort pendant les matchs. Alors, mais ça, ce sont que des gens qui m'ont raconté Anfield. J'espère qu'un jour, j'irai à Anfield et je pourrai constater de mes yeux. Mais c'est sûr que de toute façon, ne serait-ce qu'entendre le COP chanter, je pense que ça doit être fou. Après, il paraît que le reste du public est un peu morne. À Milan, il y a 80 000 personnes qui poussent très, très, très fort dans les gros matchs comme ça. Donc voilà, je l'ai vécu l'année dernière, je m'en suis toujours pas remis en fait sur le Milan Atalanta qui était le dernier match à domicile pour le titre, c'était incroyable. Donc voilà, donc c'est vrai que en tous les cas, il est clair que le premier match à la maison, c'est pas non plus complètement pénalisant pour le Milan. Donc c'est plutôt pas mal. Et on verra. Je pense que le match de championnat sera déterminant et le match aller aussi à San Siro. Et je pense que ça déterminera un petit peu l'état d'esprit du tour. Alors de là à ce que Milan renverse la table complètement et les batte et en championnat et en Champions League, j'y crois pas. J'y crois pas parce que très souvent, je me suis aperçu, je sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi,
Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Alors, excusez-moi, je lisais les commentaires en même temps. Et Okutunujo qui dit il faut mettre les boules qui yes. Oui, tout à fait, c'est vrai, il faut vraiment mettre les boules qui yes. Et Krikor le Droudieux qui dit il faut faire comprendre à l'adversaire que c'est pas la Serie A direct. Ouais, c'est clair. Et je pense de toute façon que l'hymne de de la Champions League, le Champions, vous savez, en Italie, on a une comment une tradition où en fait les gens hurlent le dernier Champions de l'hymne de la Champions League. Le Champions du San Siro va certainement les surprendre parce qu'ils ont l'habitude de celui du San Paolo, mais le San Paolo, enfin le Maradona pardon maintenant, mais le Maradona il est pas aussi vocal que le San Siro, donc je pense que ça va les surprises, ça va vraiment les surprendre. Mais conserver la C1, je pense que ce sera faisable. Conserver la C1, je pense que ce sera faisable. Tu veux dire terminer dans les 4 ou alors rester se qualifier en Champions League pour les demi-finales au Cotonou-Jo. Je suis pas sûr de ce que tu veux dire. Mais bah écoute, précise si tu as le temps. Donc voilà. Donc en tous les cas, effectivement, je pense que ça n'est pas joué d'avance, même si je suis totalement logique au regard de la compétence, la qualité de l'équipe de Naples, qui est incroyable, qui pour moi, et je le répète depuis le début de saison, est la meilleure équipe d'Europe. Vraiment devant Manchester City, j'ai beau essayer d'être vraiment ouvert, le Napoli est beaucoup plus méchant que Manchester City. Honnêtement, c'est incroyable en fait la violence et la verticalité de leur jeu avec Kvaratskhelia et Osimhen. Alors il y a effectivement Erling Haaland à Manchester City, mais le jeu global de Naples est beaucoup plus violent que celui de Manchester City et tout aussi maîtrisé techniquement. Donc le problème c'est que pour moi il y a 70% de chances que Naples passe, 30% de chances pour le Milan, mais 30% de chances pour Milan c'est énorme en Champions League. donc voilà. Après, gagner le match de championnat ou pas, c'est anecdotique, de toute façon, ça changera strictement rien au championnat. Pour Milan, c'est très très important parce que, bah, effectivement, ils sont 4e et il faut absolument prendre les 3 points. Mais pour Naples, c'est pas si extraordinaire que ça de prendre les 3 points. Je vois bien un match nul, et si tu fais un match nul contre Naples en championnat, tu peux leur mettre le doute. Si tu fais une très grosse prestation en match aller avec une pression de fou de la part du public et tout, je pense qu'au match retour, tu peux aller chercher un match nul en bois qui permet de te qualifier. Donc voilà, donc je pense que c'est un petit peu... en tous les cas, il faut les faire douter crescendo, c'est-à-dire vraiment les faire douter des champs en championnat. En Champions League, leur met une pression de dingue, et là, qu'ils se disent « Oh là, mais en fait, on est en train de passer complètement à travers de striptyque », et ensuite terminer le boulot à Maradona, et ce qui ne va vraiment pas être facile, hein, attention, hein, je dis pas que ça va être simple, mais c'est possible. Krikor le Droudieux, c'est sûr, City, ils sont moins bons cette année, je le vois pas revenir sur Arsenal, Naples c'est déjà assuré. Et oui, c'est ça qui est bizarre, c'est que tout le monde dit avec Erling Haaland, c'est devenu l'équipe ultime, etc. Mais en fait, ils sont moins bons que l'année dernière, si on regarde bien. Honnêtement, je trouve qu'en championnat, ils sont moins impressionnants. Alors, de temps en temps, ils ont des matchs où, bah, je sais pas ce qui se passe, mais ils arrivent pas à gérer Haaland. Et alors là, c'est carton assuré. Et puis, il y a d'autres matchs où vous le voyez pas pendant tout le match. C'est-à-dire qu'il touche pas un ballon. Enfin, j'exagère, mais j'ai vu des matchs où il a touché 5 ballons dans le match, quoi. Et City perd 2-1. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est compliqué, quoi. Moi, je trouve qu'ils sont moins bons que l'année dernière. Mais bon, après, c'est personnel, hein, mais je trouve que le fait d'avoir perdu Cancelo, c'est un problème. Je trouve qu'en défense, ils sont moins décisifs. Je trouve Diaz moins comment dirais-je, vraiment fort que les années précédentes. Au milieu du terrain, je trouve qu'il commence à avoir de l'âge. Je suis toujours pas convaincu par Grealish. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Krikor le Droudieux, parce que tu as un regard particulier sur la sélection anglaise et sur le football anglais, mais honnêtement, moi, je suis pas du tout convaincu par Jack Grealish. De temps en temps, il fait des différences, mais je le trouve vraiment pas assez décisif, en fait. Donc voilà, je trouve que c'est un tripoteur de ballon, voilà. Pep Guardiola a toujours un peu ouais, il était meilleur à Aston Villa, absolument. Bon, après, c'était le meilleur joueur à Aston Villa, à City c'est un niveau un peu différent, mais voilà. Je trouve que Mahrez
n'est pas assez utilisé, parce que lui, je trouve qu'il est vraiment décisif. Et Pep Guardiola a une façon bizarre de gérer Riyad Mahrez. Silva, maintenant, il le fait jouer un peu partout. Des fois, il est sentinelle devant la défense. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, bon, après, c'est du Pep, hein, c'est comme ça. Et Kevin De Bruyne est très souvent blessé maintenant, bizarrement. Donc il y a moins de continuité dans le jeu, parce que alors c'est vrai qu'il y a un City avec De Bruyne et un City sans De Bruyne, hein. Ça c'est toujours le cas, hein. Ils ont beau avoir recruté qui ils veulent, Erling Haaland, tout ça, le vrai métronome de cette équipe c'est Kevin De Bruyne, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc voilà. Voilà, en tous les cas, AC Milan-Napoli, je pense que ce triptyque va être très très intéressant. J'ai hâte d'être à dimanche soir et j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce que ce triptyque va basculer. Je dois vous avouer qu'en tant que supporter, demain on me dit tu perds le match en championnat et t'arrives à te qualifier en champion, je prends tout de suite, hein. C'est pas grave, hein. Honnêtement, c'est pas dramatique. Donc voilà. Et puis, s'il vous plaît, faites qu'on ait une demi-finale Inter-Milan, et là, ce serait l'apothéose. Là, c'est sûr, je fais Buenos Aires Calcio en direct du stade, hein. Je vous le dis direct. Naples, Mahrez, il fait une saison incroyable, mais il est dans l'ombre d'Haaland. Oui, c'est vrai, mais le truc, c'est que justement, leur jeu devient de plus en plus stéréotypé depuis qu'il y a Haaland, parce qu'il prend tellement de place, il marque tellement de buts, que le jeu est un petit peu est très dirigé vers lui. Donc bien sûr il est incroyable, hein. Attention, Erling Haaland est incroyable, mais le problème c'est que ça leur donne moins de diversité, et je trouve que c'est pour ça qu'ils sont moins forts que l'année dernière. Voilà. Forza Youth qui dit logique, je ne sais pas si c'est la qualification aux Champions, mais je pense que c'est ça. Donc voilà. Bon, en tous les cas, AC Milan-Napoli. Alors, une petite transition, on va aller parler de Tudor, qui a fait une interview. Alors, Forza Youth qui dit, c'est surtout que Guardiola, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué avec un vrai neuf. Ouais, c'est clair, ça c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, ça faisait, mais c'est même pas longtemps, ça fait, depuis qu'Ibrahimovic est parti du Barça, je pense qu'il a jamais joué avec un vrai neuf. Parce que quoique non, il avait Lewandowski au Bayern, donc oui, effectivement. Mais le problème, c'est que Lewandowski, quand Guardiola était là, était pas si performant que ça, parce que même avec Lewandowski, il n'avait pas un jeu fait pour un neuf, quoi. Rien à voir, mais je t'ai vu à ton taf hier, j'ai pas osé venir te voir. Ah bon, faut pas hésiter, avec grand plaisir. Il y a aucun souci. S'il avait Eto'o. Oui, c'est vrai, il avait Eto'o, c'est vrai. Mais non, mais Eto'o est parti aussi. Il est parti à l'Inter. Il a été échangé parce que justement avec Guardiola, ça marchait pas trop, quoi. Parce que justement, Eto'o voulait qu'on joue pour lui, et en fait, tout le monde jouait pour Messi, donc voilà, ça marchait pas. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, Tudor, la Ligue 1 et la Serie A. La Ligue 1 et la Serie A, écoutez, je sais pas si vous avez lu. Allez, on fait une petite dernière arrêt parce que Cricor Le Drudieu a une anecdote marrante. Petite anecdote marrante que j'ai entendue aujourd'hui. Balotelli et Man City, il a fait qu'une seule passe décisive, c'est la fameuse de Agüero. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est la seule passe décisive que Balotelli a fait. Effectivement, tu as tout à fait raison, je connaissais cette histoire. C'est la passe pour Agüero à la 96e minute, je pense, pour le premier titre de Manchester City, de l'ère Abu Dhabi. Alors, je pense de toute façon le premier titre de Manchester City, hein, parce qu'il n'avait jamais gagné la première ligue, il me semble. Donc ouais. Agüero, effectivement, tu l'écris comme ça a été commenté. T'as tout à fait raison, parce que c'était quand même un match de dingo avec les deux matchs d'ailleurs qui étaient en même temps là. Qui était complètement fou, et Agüero qui marque alors que ils étaient à égalité un partout, et que ils perdaient le titre. Donc c'était complètement fou. Oui, donc je sais pas si vous avez lu cette interview de Igor Tudor dans l'équipe. Je voulais revenir dessus parce que il a dit des choses qui étaient assez clivantes. Moi, en tous les cas, je suis pas d'accord avec tout. Il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord, mais je suis pas d'accord avec tout. Donc voilà, à un moment donné, justement, il nous dit, je vais vous lire un petit peu les propos pour que vous puissiez, si vous les avez pas lus, vous faire une idée. Donc suiviez-vous la Ligue 1 avant de venir? Honnêtement, très peu. En Italie, on regarde davantage l'Espagne et l'Angleterre.
La France est moins considérée et c'est un tort. Parce que quand tu commences à la regarder vraiment, tu changes complètement d'avis. C'est un championnat passionnant avec de beaux stades, des joueurs de talent, et si je devais le décrire, je dirais qu'il est super difficile. Le journaliste lui demande plus difficile que la Serie A. Ici, il y a le PSG qui en Italie n'a pas d'équivalent, parce qu'il est au-dessus aujourd'hui de l'Inter et de la Juve. Alors, déjà, je vais m'arrêter là, si ça vous dérange pas, parce que je veux bien que le PSG soit au-dessus de je sais pas qui et je sais pas qui. Ça change pas que le PSG n'a pas franchi les huitièmes de finale de Champions League depuis bien longtemps maintenant. Et ils sont donc voilà, depuis leur dernière demi-finale, ils ont enchaîné 2 huitièmes de finale d'affilée. Et malheureusement, moi, cette année, j'ai beaucoup de mal à regarder ce que dit Igor Tudor et à penser que un match Paris Saint-Germain-Milan, un match Paris Saint-Germain-Inter ou un match Paris Saint-Germain-Naples, c'est sûr que le Paris Saint-Germain gagne. Moi, déjà, là, ça, c'est le premier truc où j'avoue que j'étais bizarre, enfin j'ai trouvé ça un petit peu particulier comme décision, parce que moi je vous dis, on fait un match aller-retour entre Milan, entre l'Inter et entre le Napoli contre le Paris Saint-Germain. Je pense que ça se termine mal pour Paris, vu ce que j'ai vu. D'accord ? Alors, tout est possible, Mbappé peut marquer des buts, etc. Mais au milieu du terrain et en défense, je vous garantis qu'ils vont prendre un bouillon incroyable contre Kvaratskhelia Osimhen ou contre Lautaro Lukaku ou Dzeko ou des choses comme ça. Donc voilà. Moi déjà là, je m'arrête parce que je trouve que c'est pas du tout justifié ce que dit Igor Tudor et j'en suis persuadé. Le top 6 italien, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui peut dire au début d'un match contre le Paris Saint-Germain, aller-retour en Coupe d'Europe, qui ne peut pas passer. Le top 6, je dis bien. C'est-à-dire que j'inclus dedans la Juve, j'inclus dedans la Roma et j'inclus dedans la Lazio. Si vous prenez Napoli, les 2 clubs de Milan, la Juve, la Lazio et la Roma, il n'y a aucun de ces 6 clubs dont je suis persuadé que Paris va les passer. Et je pense même qu'il y en a 4 sur 6, c'est sûr qu'ils passent, quasi. Donc voilà, en tous les cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien savoir, mais moi, j'ai plutôt cette conviction-là. Malheureusement, parce que Paris n'a plus des milieux de terrain au niveau très haut niveau européen, n'a plus des défenseurs au très haut niveau européen, a un seul joueur qui est au très très haut niveau européen, mais les 2 autres, c'est des charlots. Et quand on regarde les remplaçants, alors là, je vous en parle même pas, c'est le désert. Alors, ouais, Okutonujo qui dit même Atalanta, ça passe crème. En tous les cas, l'Atalanta, l'année où le PSG va en finale, a failli sortir le Paris Saint-Germain et on était à 2 minutes de la catastrophe pour le Paris Saint-Germain. Et là, on parle de l'Atalanta et pourtant, je pense qu'on parle de certainement une des meilleures équipes du Paris Saint-Germain ever. C'est donc une équipe qui a perdu une Ligue des Champions juste 1-0 et qui a battu des très grosses équipes. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. Tac. Pour moi, contre Naples, c'est sûr qu'il ne passe pas, ça c'est clair. Les autres, je pense que Paris passe. Je sais pas en fait. Sur un match aller-retour, je sais pas. Peut-être sur un match, ils peuvent passer, mais sur un match aller-retour, je suis pas sûr. Le problème de Paris, c'est la Champions League. Ouais, c'est la Champions League, mais c'est aussi l'effectif. L'effectif, il est mal construit. Franchement, là, vous regardez à l'heure actuelle l'effectif, quand vous regardez que le milieu titulaire, c'est Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti. Je l'ai déjà dit. Pour des remplaçants, c'est très très bien. Quand tu veux gagner la Ligue des Champions, si ton milieu titulaire c'est ça, honnêtement, ça fait flipper. En revanche, si tu as ces 3 joueurs sur le banc, c'est fantastique, génial. C'est-à-dire qu'il y a un titulaire qui sort, tu fais rentrer Fabian Ruiz ou Vitinha ou Verratti, c'est génial. Mais il te faut des titulaires, en fait. Tu peux pas jouer avec ces gars-là qui sont des intermittents du spectacle. C'est pas possible. Je vais continuer quand même sa déclaration. Donc, ensuite, tu as 3 ou 4 équipes qui, au niveau de l'effectif, ont peut-être plus de qualité en Italie. Bon, c'est bien, déjà, il redevient un petit peu lucide, comparé à leur équivalent français. Mais de la 6e place à la dernière place, c'est plus fort en France. Si demain, il y a Empoli-Strasbourg, Strasbourg gagne largement. Alors, c'est pareil. Je pense que Tudor, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu jouer Empoli. Et en plus, c'est vrai que quand vous comparez Strasbourg et Empoli, effectivement, Strasbourg cette année est 15e du championnat et Empoli est 14e du championnat. Mais Strasbourg, finalement, c'est troué. C'est pas une équipe qui mérite d'être 15e. C'est comme si vous disiez, je sais pas, si on fait jouer, par exemple, l'Atalanta qui est 6e contre, on va dire, je sais pas, 3.
l'Atalanta gagnerait. Oui, c'est vrai. Et Strasbourg, c'est une erreur cette année. C'est pas quelque chose qui est normal. Ils doivent pas être 15e. L'année dernière, Strasbourg, quasi la même équipe, le même effectif, termine 6e de Ligue 1. Donc, on ne peut pas comparer Empoli, qui, eux, se battent chaque année pour la relégation, avec Strasbourg, qui a une saison où ils passent un petit peu à travers. C'est pas pareil. C'est pas la bonne comparaison. Je pense que, donc voilà, Reims contre la Spezia, Reims gagne largement. Pareil, là, il compare le 9e du championnat contre la Spezia, 17e du championnat. Ça veut donc dire que si j'ai envie de dire la Juve est 7e, et si elle rencontre Angers ou Ajaccio et gagne à chaque fois, bah je peux le dire et ça sera exactement la même chose. Donc non, c'est pareil, je suis désolé, comparons ce qui est comparable. Si je prends par exemple, et là je vais rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu courrouçant, je prends la Fiorentina qui est 9e, d'accord ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu jouer la Fiorentina cette saison, mais c'est incroyable la Fiorentina, vraiment. Ils ont juste un problème ils sont pas ultra décisifs devant, mais c'est un des meilleurs jeux de Serie A. Honnêtement, hein, c'est incroyable ce qu'ils font. Si je les fais rencontrer le 9e du championnat de France, c'est-à-dire Reims, écoutez, et c'est vraiment en étant totalement objectif que je dis ça, 9 matchs sur 10, c'est la Fiorentina qui gagne. En fait, Tudor ne se rend pas compte du niveau du championnat d'Italie. Jusqu'au 9e du championnat, et même le 10e, et même 11e et 12e, Torino et Sassuolo, je suis désolé, cette saison, ça joue très très bien. Mais vraiment, hein. Alors Monza, ok, je vais m'arrêter là. Mais Sassuolo, Bologne, Fiorentina, Udinese, Juventus, Atalanta, Rome, AC Milan, Inter, Lazio et Naples, mais je suis désolé, mais c'est beaucoup plus fort que les 10 premiers de Ligue 1. Il n'y a pas d'équivalent en fait. Lyon, j'en parle pas, ils sont complètement à la ramasse. Reims, bon, c'est pas terrible. Lorient, c'est pas terrible. Nice, je dis pas, ils peuvent jouer, c'est vrai qu'ils croisent la Fio ou un truc comme ça. Je pense que Nice, pas au début de saison, mais là en fin de saison, ils peuvent avoir le truc. Lille aussi, c'est une bonne équipe. Après, le truc, c'est quand même que quand on regarde la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, etc., les résultats du championnat d'Italie en Coupe d'Europe, on peut pas comparer la Ligue 1. Je sais pas pourquoi il fait ça, en fait. La Ligue 1 est un championnat qui est en train de progresser. Vraiment, c'est vraiment bien, c'est spectaculaire. Mais dans leur propre championnat, pour l'instant, à l'étranger, dès qu'ils rencontrent une équipe étrangère, en fait, peu importe le championnat, ça peut être la République tchèque, ils prennent des roustes et ils sont pas sûrs de passer. Donc, comparer le championnat de France avec le championnat de Serie A, j'ai trouvé ça un petit peu vraiment malhonnête de la part de Tudor. Après, je comprends, c'est l'entraîneur du deuxième club de France, enfin le premier club de France, mais le deuxième club de France. C'est sûr qu'il va pas dire, de toute façon, votre championnat c'est de la merde, et surtout qu'il est deuxième du championnat. Il va pas dénigrer un championnat dans lequel il est. Forcément, je comprends, mais ces comparaisons sont hâtives. La Spezia, voilà. Et ensuite, il dit aussi autre chose. Il dit en gros l'autre différence fondamentale, c'est qu'en France, il y a beaucoup de rythme parce que la typologie des joueurs est différente. C'est clair, ils sont très très forts en 1 contre 1. C'est pour ça d'ailleurs que Milan recrute énormément de joueurs français. Par exemple, Moncada et Pioli, vraiment axe sur les joueurs français parce que en 1 contre 1, les joueurs français sont incroyables. La formation française crée des joueurs qui savent faire du 1 contre 1. Et ça, c'est une des caractéristiques du joueur français. Et c'est pour ça qu'il est aussi valorisé à l'étranger. C'est parce qu'en fait, il va créer des différences individuelles. Le problème, c'est que les clubs français ont aucun esprit tactique, en fait. Et ils n'ont pas d'esprit de corps. Ce qui fait que ça donne les résultats pitoyables que la France a en Coupe d'Europe, mais pas depuis 5 ans, pas depuis 10 ans, pas depuis 15 ans, pas depuis 20 ans, depuis 70 ans. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est pas un truc, est-ce que c'est un hasard si cette année, il y a aucun club en quart de finale, excepté Lille, Nice, dans la plus petite des Coupes d'Europe. Non! Ça fait 70 ans que les clubs français n'ont pas de résultats en Coupe d'Europe. Donc, comparer la Serie A avec la Ligue 1, mais c'est une blague, en fait. C'est vraiment une blague. Donc, voilà. Moi, en tous les cas, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. Il aurait pu faire exactement la même chose avec la Liga. Je me serais énervé tout autant. Parce que tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que, d'abord, et des résultats contre les autres pays dans les Coupes d'Europe, et après on verra si tu peux te comparer à ces pays. Parce que il faut pas... c'est-à-dire, tu as 0 résultat, tu te fais taper par tout le monde, tu sors pas des poules, même les clubs portugais, ils sont meilleurs que toi, et quand je dis les clubs portugais, c'est les clubs portugais, mais même limite les clubs belges, ils sont meilleurs que toi,
Et tu viens me dire que le championnat, il est meilleur que le deuxième ou le troisième championnat d'Europe à l'heure actuelle. Mais sérieusement, faut être sur une autre planète. Mais bon, après, encore une fois, je l'excuse parce que, il est entraîneur d'un club français, du plus grand club français, en tous les cas, le club le plus supporté à travers la France avec le Paris Saint-Germain. Je comprends qu'il dénigre pas ça, mais ce qu'il dit, c'est malhonnête, et voilà, j'avais envie d'en parler ce soir. Alors, je vais faire un petit tour après m'être énervé comme ça, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Le problème du PSG, c'est que les propriétaires ont un droit de regard sur le recrutement et le jeu. C'est même pas un droit de regard, c'est leur joujou, donc ils font ce qu'ils veulent. Il a la tête dans le guidon à Hélène Tudor, il peut pas vraiment comparer cette année. Probablement, ouais, c'est possible. Donc Forza Juve, là par contre, pas du tout d'accord avec Tudor, il y a qu'à voir contre le PSG, les petites équipes mettent le bus, les petites équipes contre les gros d'Italie, ça peut gagner car ça joue, absolument. Ça c'est vrai aussi, c'est un truc où je suis tout à fait d'accord avec toi, Forza Juve, c'est qu'en fait tu rencontres Bologne, tu rencontres Empoli, tu rencontres Monza même, hein, t'es pas sûr de gagner. Même si t'es deuxième du championnat, hein, c'est très compliqué. Il faut que tu produises des matchs de très haut niveau pour réussir à gagner en championnat d'Italie, et même contre les petites équipes. Le nombre de points, là, s'il y a une différence aussi astronomique entre le Naples et l'Inter, et la Lazio qui est deuxième, c'est pas parce que... Alors, première raison, Naples est complètement hors norme cette année. C'est la meilleure équipe d'Europe. On l'a déjà dit juste dans ce podcast. On va pas continuer. Mais derrière, c'est que la Lazio, l'Inter, le Milan, la Roma, etc. on galère contre les petites équipes. Tout le monde galère contre les petites équipes. C'est pour ça qu'on est si loin. C'est qu'en fait... Et c'est super serré derrière, entre la deuxième et la sixième, septième place, c'est ultra serré. Pourquoi ? Parce que, en fait, tous les gros d'Italie galèrent contre les petites équipes, d'accord ? Et en plus de ça, vu qu'il y a 7 équipes, 8 équipes qui sont très très fortes en Italie, vous les rencontrez à peu près un match sur 2. Et c'est pareil, à chaque fois que vous rencontrez, que ce soit le deuxième ou que ce soit le huitième, vous savez absolument pas qui va gagner parce que le niveau est très très resserré. Ça s'appelle la densité, j'en ai déjà parlé. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a des bons résultats, que la Serie A a des bons résultats en Coupe d'Europe. Au Cotonou, ils ont perdu Vlahovic aussi, mais le 9 venu de Bâle se débrouille bien. Tu parles de la Fiorentina. Je suis d'accord. Bon, la Juve, lol. Oui, mais la Juve, ils sont relous, hein, Forza Juve. Hein. Ils ont des individualités. Après, ça joue pas très bien, mais ils ont des individualités. J'ai beau être fan de Marseille, je sais déjà qu'on va perdre contre eux. On verra. Enfin, voilà. En tous les cas, je voulais vous donner mon avis sur l'interview de Igor Tudor et sur sa comparaison, en tous les cas, entre la Ligue 1 et la Serie A. En revanche, alors là, j'ai fait un petit raccourci parce que c'était ce sujet-là que je voulais aborder. Mais je vous encourage à la lire parce qu'il a aussi toute une partie sur ce que c'est que être entraîneur de l'OM. Il a été surpris de la ferveur. Il a aussi beaucoup parlé du travail et de la valeur du travail dans le football et dans le sport. Donc franchement, c'était une bonne interview. Non, la Juve, c'était pour dire que tu as dit la Lazio au deuxième alors que le deuxième, c'est la Juve. Oui, c'est vrai. Sans les 15 points de retrait, ce serait la Juve qui est deuxième du championnat. Ça, ce serait un peu la tâche en Serie A. Désolé, mais ce que je veux dire, c'est que la Serie A, ces derniers temps, je la loue parce qu'elle a un super jeu et que le deuxième de la Serie A soit une équipe qui a un jeu vraiment médiocre, mais de très très fortes individualités. Hein. On a vu les 10 premiers salaires de la Serie A là, hier ou aujourd'hui. Ils sont quasi tous à la Juve. Hein. Donc voilà, ou à l'Inter, c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, c'était un petit peu décevant. Ce serait décevant quoi, que le deuxième de Serie A soit une équipe qui joue pas bien en fait. Donc voilà, alors que toutes les autres équipes autour jouent vraiment bien. Donc voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce soir. Franchement, c'était très très bien. Moi, j'étais très content d'aborder ces deux sujets. Ça me fait toujours plaisir, bien entendu, de parler de la Serie A. Vous le savez. J'espère que ça vous a quand même tous intéressés. C'était intéressant parce qu'on a quand même abordé la Ligue 1. On a quand même aussi abordé la Champions League. Donc voilà, donc c'était pas seulement de la Serie A. Et puis voilà, en tous les cas, merci beaucoup, merci pour votre participation dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez retrouver Buonasera Calcio à réécouter sur toutes les plateformes de streaming audio, à revoir soit sur la chaîne YouTube Buonasera Calcio, soit sur Twitch, bien entendu, pendant une semaine.
Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux de Buonasera Calcio, sur Instagram et Twitter, si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée, et puis n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.